Salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui, c'est l'heure de réussir en bourse et voici le mode d'emploi. Donc je vais passer en mode diapo tout de suite. Donc je crois que c'est comme ça. Hop, et voilà. Donc on va passer donc au grand 1 sans plus tarder. Les bases de la bourse. Alors, la bourse c'est quoi? La bourse c'est d'abord un marché. Donc, comment fonctionne un marché? Sur la base de l'offre et de la demande. Voilà, la loi de l'offre et de la demande. Donc, plus tu achètes un actif, ça peut être un titre boursier, donc qui représente une entreprise, donc une action, ça peut être une crypto-monnaie, ça peut être un ETF ou tout plein d'autres choses. Plus il y a d'acheteurs, plus la valeur monte. À l'inverse, si le nombre de ventes est supérieur au nombre d'achats, la valeur va diminuer. Voilà, c'est comme ça. Donc pour savoir plus à ce sujet, j'avais fait une vidéo sur investir en crypto. C'est ma dernière vidéo avant celle-là, et je t'invite à aller la voir. J'avais plus détaillé ça, mais c'était quand même bon à rappeler. Donc il y a trois types d'enveloppes fiscales pour investir. Il y a dans un premier temps le PEA, donc c'est le plan d'épargne en action. Donc tu fais un plan d'épargne en action avec des actions. C'est bloqué pendant 5 ans, tu peux pas y toucher, mais par contre, tu as des avantages fiscaux. Voilà, t'es moins imposé que ceux qui font du CTO. Donc ça, c'est la deuxième enveloppe fiscale. Donc le CTO, c'est l'investissement standard. C'est plus flexible. Par contre, tu es taxé à 30% sur les plus-values. Et il me semble que là, avec le nouveau budget qui vient d'être noté, ça a été revalorisé à 31, je crois. C'est à vérifier. Mais en tout cas, voilà. Par contre, tu peux prendre tes bénéfices quand tu veux. C'est-à-dire que quand tu sens qu'on est arrivé en pic de marché, là, tu peux te barrer avec ton argent. Tu peux revendre, mettre dans ton compte bancaire et voilà. Mais tu vas devoir près d'un tiers de ta plus-value à l'État. Ça, faut que tu le saches. Pour ma part, c'est pour cette enveloppe fiscale-là que j'opte. Le CTO, j'ai pas fait de PEA. Pas de conseil financier sur cette chaîne, hein, je le rappelle, puisqu'on est au début de la vidéo. Il n'y a pas de conseil financier ici. Ce ne sont que des indications et c'est le partage de mes passions. Voilà. Et enfin, bon, il y a aussi l'assurance vie comme enveloppe fiscale. Mais ça, je vais pas détailler ici, vu que bon, c'est un autre type d'investissement. C'est voilà. Donc, ensuite, il y a deux marketplaces principales. Les courtiers, qu'on appelle aussi les brokers. Donc, c'est toutes les plateformes. C'est l'équivalent des échanges centralisés dans la crypto-monnaie, si tu veux. C'est tout ce qui est XTB que j'utilise. Sinon, il y a DeGiro, il y a Trade Republic. Ou alors, bah, il y a tout simplement les banques. Les banques proposent de plus en plus l'achat d'actions. Donc, il y a les banques comme Revolut. Tu peux aussi acheter des actions sur Boursorama, par exemple, et d'autres banques. Voilà. Donc, on a déjà fini la partie 1. On va passer donc à la partie 2 sur, dans un premier temps, l'investissement passif. Parce que oui, les amis, il y a deux types d'investissement. L'investissement passif et l'investissement actif. Donc, l'investissement passif, c'est tout simplement investir sur un peu de tout en même temps. Voilà, ne pas chercher la valeur qui va tout surperformer. Ça, c'est plutôt de l'investissement actif, hein, le fait d'analyser les courbes, faire l'analyse technique et tout ça. C'est prouvé que l'investissement actif ne surperforme pas le marché, dans la plupart des cas. C'est pourquoi de plus en plus d'investisseurs privilégient l'investissement passif. Et pour faire de l'investissement passif, quoi de mieux que les ETF? Donc les ETF, c'est quoi? C'est des Exchange Traded Funds. En gros, c'est des paniers d'actifs chargés de répliquer la valeur d'un ou, la plupart du temps, de plusieurs actifs et même d'un indice. Ça a été créé d'abord pour ça, les ETF, pour répliquer la valeur d'un indice. Le CAC 40 pour le marché français, le SP 500 pour le marché américain, le Nasdaq pour les valeurs technologiques, et ainsi de suite. Voilà, il y a des ETF sur les marchés émergents, l'Asie,
Bref, il y a vraiment de tout en matière géographique, mais aussi en matière thématique. Il y a aussi des ETF thématiques. Intelligence artificielle, développement durable, voilà, c'est les trucs qui me viennent en tête. Robotique, il y a énergie, voilà, il y a vraiment de tout. Donc, il y a trois types d'ETF. Les ETF à réplication physique, voilà, le fonds chargé de- voilà, qui émet cet ETF achète vraiment toutes les actions dont il est chargé de répliquer la valeur. Il y a aussi la réplication optimisée. Donc là, le fonds va investir dans les constituants les plus représentatifs de l'ETF qu'il émet. Et puis, il y a aussi la représentation synthétique. Mais ça, c'est... Voilà, là, par contre, l'ETF, ou plutôt le fonds, n'achète pas vraiment les actions dont il est censé répliquer la valeur. Donc c'est pour ça que, en ce qui me concerne, je privilégie ben, surtout les ETF à réplication physique et peut-être parfois à réplication optimisée. Ensuite, comment analyser et repérer les bons ETF? Donc, je t'ai fait une petite liste de critères là sur ton écran. Donc, moi, je privilégie toujours, comme je te l'ai dit, la réplication physique. Évidemment, quand tu veux acheter un ETF, il y a le code ISIN à connaître. C'est avec ce code-là qu'on trouve l'ETF quand on le cherche sur un broker ou dans une banque. Il faut connaître son code ISIN. Il y a aussi la date de lancement du fonds à connaître. Moi, je privilégie des ETF qui ont au moins 3 ans parce qu'ils ont plus fait leur preuve. Dans les meilleurs des cas, 5 ans minimum, mais je peux tolérer 3 ans. Après, ça dépend aussi de l'actif répliqué. Par exemple, pour un ETF sur Bitcoin, sachant que les premiers ETF Bitcoin ont été lancés en janvier 2024, donc il y a bientôt 2 ans, tu peux pas trouver d'ETF qui date d'il y a au moins 3 ans si tu veux acheter un ETF Bitcoin, par exemple. Donc ça dépend aussi de ce sur quoi tu veux investir, mais bon, si tu achètes des ETF pour t'exposer au CAC 40 ou au SP 500 par exemple, euh, vaut mieux un ETF qui a quand même de l'historique. Donc, il y a aussi les frais de gestion du fonds d'investissement qui émet. Il faut se renseigner sur ça. Il y a la taille hein, pour les ETF. Quand on fait de l'investissement passif, il vaut mieux quand même quelque chose d'assez capitalisé, hein. Je dirais 1 milliard d'euros de capitalisation minimum pour prouver la solidité quand même de ce qu'on est, voilà, du fait qu'on réplique vraiment la valeur de l'indice qu'on prétend répliquer. Il y a aussi, est-ce qu'il est capitalisant ou est-ce qu'il est distribuant? C'est-à-dire un ETF qui distribue. Je me rends compte que j'ai fait une faute d'orthographe, j'ai écrit distribute, bon c'est pas grave. Un ETF qui distribue, c'est-à-dire que c'est un ETF à dividendes. Un ETF qui capitalise, c'est un ETF où les dividendes sont automatiquement réinvestis bah, dans l'ETF. Bah, en ce qui me concerne, ma stratégie c'est de privilégier les ETF capitalisants tant que je suis en France. Nos plus-values sont déjà taxées. Si en plus on doit me taxer sur les dividendes, bon, je m'en sortirai pas. Je préfère capitaliser en ce qui me concerne. Après, encore une fois, chacun adapte en fonction de sa situation. Si t'es pas en France, renseigne-toi sur la fiscalité de ton pays en ce qui concerne les dividendes. Et peut-être que pour toi, un ETF à distribution sera plus intéressant. Il y a aussi le risque de change qui est à vérifier. Il faut savoir que si l'ETF est couvert contre le risque de change, c'est-à-dire contre la variation de la monnaie du pays dont il réplique l'indice, bah, par exemple, on va prendre le plus simple, le dollar pour les États-Unis. S'il est couvert contre ça, il faut savoir que pour la couverture, il y a des frais de carry, on appelle ça. Pas les carry qu'on a dans les dents, le fameux carry. On entend souvent ça en ce moment avec ce qui se passe au Japon là actuellement, le carry trade. Donc,
Les frais de carry, c'est pour se couvrir contre les variations de taux de change, donc contre voilà, les risques de change. Ce sont des frais cachés. Moi, je ne me couvre pas contre les variations de taux de change. Quitte à suivre la valeur d'un indice, je préfère suivre vraiment la performance de cet indice comme si j'investissais en étant sur place. Après, voilà, on peut jouer la prudence aussi, mais globalement, ces dernières années, ça a été montré que les ETF qui performent le mieux sont ceux qui vraiment répliquent sans risque de change. Voilà. Il y a aussi l'historique des performances. Donc, est-ce que justement l'ETF en question réplique bien la performance de l'indice dont il est censé bah, répliquer la valeur? Il faut vérifier ça. Et est-ce que d'autres ETF suivant le même indice existent? Ça aussi, c'est intéressant à voir. Bon, si tu investis sur le SP500, tu sais, il y en a des tas, hein, des ETF sur le SP500. Mais voilà, il y a certains critères à vérifier. Il ne faut pas non plus investir donc à l'aveugle. Et avant de passer à la partie suivante, les amis, je vous demanderai quand même de liker à fond cette vidéo. Mon nombre de pouces ne monte pas si haut que ça depuis quelques vidéos. Je sais pas. Bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant, mais voilà, là j'apporte de la valeur. Et dites-vous bien que certains, pour vous donner les informations que je vous donne dans cette vidéo, vous ferez payer. Que ce soit des formations en ligne ou des bouquins ou un abonnement sur Patreon, je sais pas quoi. Là, vous avez tout gratuitement. Voilà, j'apporte de la valeur et comme rétribution, je ne demande que des pouces avec vos abonnements, les partages, commentez aussi, ça aide au référencement, etc. Merci à vous. On passe au point suivant. Donc, celui qui, je pense, vous intéresse le plus, ben, c'est l'achat d'actions. Donc, il y a différents types d'actions, donc trois principaux types. D'abord les actions de croissance, avec un grand potentiel justement de croissance, mais qui ne distribuent pas ou peu de dividendes. Les actions à dividendes, ça c'est le deuxième type, donc qui sont en règle générale plus stables, plus capitalisées, tu vois, les valeurs de bons pères de famille, je pense à Total, à Air Liquide, à Vinci, qui peuvent aussi prendre en valeur, hein, attention, hein, ça capitalise aussi, mais c'est en règle générale, on achète surtout ça pour avoir des revenus passifs. Et en troisième type, il y a les actions de valeur. Donc c'est comme les actions de croissance, mais qui sont plutôt solides, mais quand même sous-évaluées. Et ça, c'est vraiment les plus difficiles à trouver. Voilà. Ensuite, les différentes capitalisations. Donc, si tu es habitué comme moi aux crypto-monnaies, tu vas peut-être saigner des oreilles, mais sache que les petites capitalisations dans les actions, c'est pas ce qui est inférieur à 100 ou 500 millions de dollars ou d'euros, non. Est considéré comme petite capitalisation ce qui est inférieur à 2 milliards d'euros. Alors, tu te rends compte un peu à quel point on est avare dans les crypto-monnaies? Tu vois, le fait de m'être diversifié dans les actions, la bourse, tout ça, ça m'a permis de me calmer un peu, justement. Avec quelques milliards d'euros de capitalisation, ça paraît beaucoup, mais c'est déjà suffisant pour faire une bonne performance. Un actif capitalisé à 2 milliards, s'il arrive à 20 milliards de capitalisation, il fait x10 déjà. Donc tu vois, t'as pas besoin de tout le temps chercher, entre guillemets, la pépite, le prochain Tesla ou le prochain Google sous-capitalisé à 5 millions et qui va faire flop et tu vas perdre ton argent bêtement. Non. Déjà, avec quelques milliards d'euros de capitalisation, c'est suffisant pour gagner pas mal d'argent. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus chercher des petites valeurs comme ça à 5, 6 millions d'euros de capitalisation non plus. Mais il faut pas mettre la majorité de son argent dedans. Voilà, c'était une petite parenthèse, excusez-moi. Ensuite, les moyennes capitalisations, c'est de 2 milliards à 10 milliards d'euros. Et enfin, bah, les large caps, c'est supérieur à 10 milliards.
Ensuite, comment analyser une action? Donc là, on va parler d'analyse fondamentale. Il y a plusieurs critères à analyser pour une action. Donc la capitalisation boursière, le PER, c'est-à-dire le Price Earning Ratio, c'est la capitalisation divisée par le bénéfice net par action. En gros, ça correspond au nombre d'années de bénéfices nécessaires pour rembourser l'action. Et le PER, attention, il s'analyse par secteur pour savoir s'il est cher ou pas. Le PER d'une boîte, je sais pas moi, de mode, ne s'analyse pas de la même façon qu'une boîte dans la tech, ni de la même façon qu'une boîte dans la plomberie. Voilà, c'est secteur par secteur. Ensuite, donc le dividende proposé, puis la partie la plus importante, le compte de résultat et le bilan. Dans le compte de résultat, on regarde évidemment la croissance de l'entreprise, donc tout ce qui va être chiffre d'affaires, bénéfice net, résultat d'exploitation et j'en passe. Dans le bilan, on analyse l'ensemble des actifs et des passifs de l'entreprise et aussi bah, les capitaux propres. Donc les capitaux propres, c'est ce qui constitue l'ensemble des ressources de la société et qu'on appelle vulgairement la valeur à la casse de l'entreprise. Il y a aussi plein d'autres choses, hein, comme l'EBITDA, plein d'autres données, mais là je te donne vraiment les bases pour que tu aies de quoi te lancer. Hein, il n'y a pas besoin de tout savoir par cœur non plus. Ce que tu sais désormais est suffisant pour te lancer et justement, lance-toi. C'est le titre de la quatrième partie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas conseiller en investissement, mais il y a quand même un conseil que je peux te donner, c'est celui d'investir sur toi-même. Forme-toi, regarde des vidéos comme tu l'as fait, ben déjà c'est déjà bien ce que tu as fait. Si tu es arrivé jusque-là, eh ben écoute, tu mets un j'aime et moi aussi je t'aime parce que c'est très bien. Car oui, tu n'as peut-être rien payé, mais tu as quand même donné ton temps. Le temps, c'est de l'investissement, le temps, c'est de l'argent. Donc c'est très bien. Et continue. Vois d'autres vidéos, même d'autres youtubeurs, pas que les miennes. Lis des livres, même paye peut-être, si tu le souhaites, bien évidemment, des petites formations si t'aimes pas lire. Voilà, bref, renseigne-toi au maximum. Ensuite, tu élabores un plan, donc tu définis tes objectifs. Est-ce que tu es sur le très long terme? Est-ce que tu es un petit étudiant, voilà, enfin petit, entre guillemets, hein, excuse-moi, ne le prends pas mal, mais est-ce que tu es un étudiant qui a la vingtaine et qui a donc toute la vie devant lui et du coup, voilà, tu peux être long terme. Est-ce qu'au contraire, tu es à plus courte échéance? Tu veux arriver à quoi? Tu veux t'assurer une retraite pour plus tard ou tu veux le yacht, la Lambo, la belle vie à tout prix? Voilà, est-ce que tu veux 5 chiffres, 6 chiffres, le million? Faut élaborer un plan, faut définir tes objectifs, faut te renseigner sur la fiscalité de l'endroit où tu habites. Il faut bien choisir ton intermédiaire, donc la plateforme sur laquelle tu vas investir. Pour ça, il faut vérifier tout plein de détails, les frais, le spread aussi, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Il faut savoir que les brokers se font beaucoup d'argent sur ça. Voilà, il faut vérifier toutes ces données-là. Euh, évidemment, évidemment, si jamais tu investis, là je parle au conditionnel, si jamais tu investis en bourse, franchement, si j'étais toi, je n'achèterais pas que des actions. Je prendrais bah, ce que je fais moi, je vais te dire ce que je fais. J'ai une stratégie à moitié investissement passif, à moitié investissement actif. J'achète des actions pour une petite prise de risque quand même et pouvoir gagner plus si ça monte, mais j'achète aussi des ETF pour la stabilité, pour être sûr de quand même faire des gains. Quelqu'un qui achète que des actions sans acheter d'ETF, c'est un peu comme en crypto-monnaie, quelqu'un qui n'achète que des altcoins sans acheter du Bitcoin. Alors oui, tu essayes de surperformer le marché, mais ce que tu risques surtout, c'est de surtout sous-performer le marché. Encore une fois, c'est prouvé que l'investissement passif a tendance à surperformer l'investissement actif. Maintenant, moi, je prends quand même des risques. Je viens des crypto-monnaies, j'aime le risque.
J'achète des actions, mais en complément d'ETF, pour ne pas faire la même erreur que j'ai fait à mes débuts en crypto-monnaie, et qui a été corrigée depuis, je te rassure. Hein, parce que moi aussi, je faisais partie des kékés qui n'achetaient que des alts et pas de bitcoin. Hein. J'ai fait des erreurs, et je ne m'en cache pas. Et donc voilà, ben, si tu débutes, franchement, ne te casse pas trop la tête. Enfin, tu peux faire du DCA, c'est Dollar Cost Averaging. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo de formation crypto, c'est une technique d'investissement qui consiste à lisser son prix d'achat sur le long terme en investissant par palier. Donc, admettons, et je vais répéter ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, mais c'est pas grave. C'est en répétant qu'on apprend. Admettons que tu aies 12 000 euros sur un an à investir. Tu mets 10% par mois. Voilà, tu mets 1 000 euros chaque mois. Ça te fait un investissement de 12 000 euros sur l'année. Si entre-temps, les cours ont monté, genre par exemple, tu as investi pendant 2 mois, tu as mis 2 000 balles du coup. Les cours ont monté, ben t'es content parce que tu as quand même investi un peu, donc tu prends des bénéfices. Si au contraire les cours ont baissé, eh ben t'es quand même content parce que t'as pas tout mis. Ce qui fait que tu peux acheter la baisse. Voilà. Et lisser ton prix moyen, tirer ton prix moyen d'achat vers le bas. Et évidemment, oublie que tu as investi. Oublie, sois tranquille, fais ton DCA, tu te programmes, tu trades comme un robot. Voilà, chaque mois je mets tant, ou chaque 2 ou 3 semaines je mets tant, ou même chaque trimestre je mets tant, et puis j'oublie. Voilà, telle date je fais ça, chaque 10 du mois je fais ça, et puis j'oublie le reste du temps. Ça va t'éviter de FOMO. FOMO, c'est Fear of Missing Out, la peur de rater le train, si jamais ça monte trop d'un coup. Ça va t'éviter de panic sell, c'est-à-dire de vendre en panique. Là, je traduis pour vraiment les plus mauvais en anglais, on ne sait jamais. Si jamais ben, tu vois que les cours baissent drastiquement, voilà, sois tranquille. Dors sur tes 2 oreilles. Et en attendant, bah écoute, merci à toi de m'avoir écouté. Et ben, bonne chance, bon courage à toi. Hein, c'est pas facile, hein, attention, hein. C'est pas facile l'investissement, mais on n'a pas le choix. À l'heure où, voilà, j'ai expliqué ça sur mon autre chaîne Samus Maximus. Économiquement, ça va mal, tout va mal. Donc, évitons de trop compter sur l'État pour notre assise financière, pour notre future retraite. L'investissement, plus qu'important, je pense que de nos jours, c'est même essentiel. Donc voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Merci encore à toi d'avoir écouté. Encore une fois, like et partage, commente et je te dis ciao ciao, bye bye.